Christophe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Nous sommes le mardi 5 octobre et c'est parti pour le LGF. Au programme de ce Grand Forum, deux sujets forts. Le premier dans quelques minutes, l'Église et la pédophilie au sein de l'Église et ce rapport de Jean-Marc Sauvé qui est sorti ce matin, 2500 pages, 2 ans et demi de travaux et des chiffres et un nombre alarmant de victimes qui ont osé parler pour laisser place à la vérité. L'Église doit-elle trembler ? Nous en parlerons avec notre invité Mourad El Attab qui est écrivain, géopolitologue surnommé le président des enfants, sera avec nous dans un instant et ça va balancer dur les enfants. À 17h, nous parlerons aussi, nous ferons un petit point avec Tarek Sassi sur évidemment le pari anti-crack avec ces craqueurs évidemment qui empoisonnent la vie des citoyens parisiens et de quelques quartiers nord. Il continue à se mobiliser. Le ministère de l'Intérieur a refusé de les recevoir. Tarek nous donnera un petit peu des nouvelles informations là-dessus. Et puis après Alger qui a grondé sévère en interdisant, vous le savez, le survol de son territoire des avions militaires français après avoir rappelé pour consultation son ambassadeur. Et bien voici que Emmanuel Macron tente d'apaiser. Il demande un apaisement. Shemseddine Hafiz, le recteur de la mosquée de Paris, est sorti de son silence. C'était aujourd'hui sur France 24 et RFI. Il parle de propos révisionnistes, le recteur de la mosquée de Paris. On l'écoutera d'ailleurs tout à l'heure. On en reparlera. Faut-il apaiser les choses comme le souhaiterait Emmanuel Macron après avoir un petit peu attisé quand même ? S'agit-il ou pas d'un dérapage ? On en reparlera avec nos invités, nos débatteurs. Et vous, au 01 40 33 9000, évidemment, en direct comme chaque jour sur France Maghreb 2. Nous sommes avec aujourd'hui Habib Sab qui est en charge de la sécurité, dans le domaine de la sécurité. Bonjour mon Habib. Bonjour à tous nos auditeurs. Et tu seras accompagné de monsieur Pierre Henry, président de France Fraternité, qui sera avec nous dans un instant et qui va vous opposer dans le petit quiz nouvelle génération, puisque le quiz comprend des questions sur l'actualité, mais aussi par rapport à l'éphéméride, à des événements qui se sont déroulés un 5 octobre. Ça tombe bien, nous y sommes, soyez les bienvenus, c'est France Maghreb 2, c'est le LGF, et c'est parti jusqu'à 18h. Le LGF, le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en ce mardi 5 octobre avec Habib Sab qui est avec nous en charge de la sécurité sur France Maghreb 2, pas de la sécurité de France Maghreb 2, non, bien entendu, vous avez compris. Habib est avec nous, Pierre Henry devrait nous rejoindre. Tiens, j'ai une petite déclaration, peut-être l'occasion de lui répondre, Habib, celle de Gilles Platré qui est le vice-président des LR, donc les Républicains, parti de droite, qui parle ce matin, chez Morandini, d'épuration ethnique dans les quartiers envers les Français. Qu'as-tu à lui répondre, Habib ? C'est étonnant qu'il parle de ça à ce moment-là. Hein. C'est une belle coïncidence que ce soit à quelques mois des élections présidentielles, alors que le Parti des Républicains s'est fait dépasser et par Madame Le Pen, et par Monsieur Zemmour, et par Monsieur Macron. C'est étonnant qu'il parle de ça juste à ce moment-là. C'est étonnant qu'il emploie ces éléments de langage. Et finalement, c'est pas si étonnant, c'est simplement la course à l'échalote. Il faut en rajouter un petit peu pour pas se laisser trop distancer par la hype Zemmour actuelle. Et donc, je pense qu'on va assister à ça, à ce genre de déclaration jusqu'aux prochaines élections. Ouais, il va falloir s'y habituer, malheureusement. Malheureusement, mais bon, c'est dans l'air du temps, hélas. Voilà, c'est ça. Alors, dans quelques minutes, on va ouvrir un dossier assez épineux, assez... comment dirais-je, un tabou, quoi qu'il n'en ait plus un finalement après des années de révélation, mais là pour le coup c'est un rapport qui a mis 2 ans et demi de travaux pour apparaître aujourd'hui. Il est sorti, c'est le rapport Jean-Marc Sauvé
sur la pédophilie, la pédocriminalité au sein de l'Église. L'Église doit-elle trembler? On en reparlera dans quelques instants. Ça va être un gros sujet, les amis, avec notre invité Morad El Attab, qui est écrivain, mais aussi géopolitologue, et il est surnommé le président des enfants. Il se bat d'ailleurs à titre personnel, il nous rappellera peut-être son affaire, bien entendu, pour récupérer ses enfants. Puis tout à l'heure, on parlera donc de Emmanuel Macron, qui tente de jouer la carte de l'apaisement après avoir mis le feu entre les relations Paris et Alger. Alger qui ne décolère pas, donc après les déclarations rapportées par le journal Le Monde du président français, sur justement la rente mémorielle que l'Algérie, selon Macron, entretiendrait. Voilà, donc c'est des propos qui ne passent pas, bien entendu, avec le Premier ministre aussi qui a évoqué une faute grave de Paris. Le recteur de la mosquée de Paris est sorti de son silence, on l'écoutera tout à l'heure. Shamseddine Hafez a parlé de propos révisionnistes. On en reparlera, bien entendu, tout à l'heure sur France Maghreb 2. Alors, comme notre Pierre-Henri est pas là, bah écoute, tu vas faire ton quiz tout seul, mon Habib, hein. J'ai envie de dire, comme ça, tu devrais forcément gagner. Que l'issue aurait été la même. Oui, bah écoute, on va voir ça en tout cas tout de suite. Donc c'est parti pour le quiz, les amis, avec Habib. Quiz. Avec mes petites questions qui ont, je le rappelle, un rapport avec l'actualité, mais aussi avec l'éphéméride. Première question, Habib. Qu'obtiennent les femmes françaises en 1944? Le droit de vote. Le droit de vote est une bonne réponse. Élection présidentielle. Est une excellente réponse. Un ex-premier ministre, une ex-premier ministre danoise accuse quel ex-président français de gestes de déplacé? Ah, c'est sur Valéry Giscard d'Estaing. Ouais. Ex-ministre. Je vous en prie, quand même. En fait, ouais, elle l'accuse d'avoir eu des gestes déplacés. Il m'a, comment dirais-je, il m'a mis la main à la cuisse. Il m'a saisi la cuisse sous la table, a-t-elle dit. Voilà. Eh, Giscard, c'était un show, hein, quand même. Ah bah écoute, il avait cette réputation en tout cas. Ouais, c'est ça, Après, c'est ça. 2 bonnes réponses pour l'instant, c'est du 100% de réussite pour notre ami Habib. Que doit-on à Ambroise Croizat en 1946? Ambroise Croizat, c'est le... Attends, non, je confonds avec Ambroise Paré. Non, Ambroise Croizat. Ouais, du PC, Parti communiste. Que lui doit-on en 1946 en France, à Paris plus précisément? La place Ambroise Croizat? Non, non. C'est en rapport avec la sécurité sociale. Ouais, bah certainement. Il faisait partie du Conseil du Conseil de la Résistance. Mais qu'est-ce qu'on lui doit? Il a inauguré quoi? Allez, je passe. Je me rappelle. Il a inauguré le premier centre de sécurité sociale en 1946, Ambroise Croizat. D'accord. Voilà. Merci, monsieur Croizat. Merci à lui. Création de quel parti politique français en 1972? Le Front National? Le Front National, créé par Jean-Marie Le Pen, bien entendu. Je cherche un aviateur français, pionnier de l'aviation, mort en 1918. Jean Mermoz? Non, Antoine de Saint-Exupéry? non, monsieur. Petit là, indice. comme ça, Petit indice. Ah, le bas. Oui. Bon, je le fais très mal. C'est Hein. ça l'indice? Ouais, c'est une balle de tennis normalement. Ah, Roland Garros. Roland Garros est une bonne réponse. Et alors là, C'était plutôt du ping-pong là. oui, c'est ça. Mais ping-pong à la version Christophe. Je cherche à présent l'inventeur du cinématographe avec son frère Auguste, né en 1864. Lumière. Louis Lumière est une excellente réponse, moi, Habib. Bravo. Et pour terminer, je cherche une animatrice de radio. D'ailleurs, je savais pas qu'elle était animatrice de radio. Chanteuse et parolière française. Elle est née en 1955. Alors, pour tout vous dire, elle a fait un succès. C'était dans les années 80. Voilà, tout le monde s'en souvient. Enfin, je sais pas d'ailleurs. On va voir si Habib s'en souvient. Comment s'appelle cette chanteuse qui avait fait un tube? Une chanteuse qui a fait un seul tube. Un seul tube. Mais un tube mémorable. Hein.
Mais son métier, c'était plutôt chanteuse ou plutôt animatrice radio? Parolière, elle a fait de la radio apparemment. Alors je sais pas où, mais elle a fait de la radio. Et donc elle a fait ce succès. Alors son prénom c'est Caroline. Loeb? Caroline Loeb, exactement. C'est la Watt qu'elle préfère. C'est la Watt Ah, mais qu'elle tu m'aurais pas préfère. donné le... Passive, elle est pensive. Eh ouais. En néglige. Caroline Loeb avec C'est la Watt. Vous en souvenez évidemment. Hein, on a tous dansé là-dessus à l'époque où Habib était très jeune. Voilà. Tu l'as pas connu? Non, je l'ai pas connu, mais j'aime beaucoup sa chanson, oui, c'est la Watt. Voilà, c'est la Watt, effectivement. Donc, bonne réponse et bon anniversaire à elle, en espérant qu'elle... je pense qu'elle a arrêté définitivement la chanson, hein, pour le coup. Mais voilà. Bon, soyez les bienvenus, les amis. Bravo à Habib qui a fait quasiment à 100% de réussite, bien sûr. Alors, Habib, on va ouvrir ce dossier de la pédophilie dans l'Église avec ce rapport Sauvé, qui estime, écoutez bien, les chiffres sont absolument gravissimes, à 216 000 le nombre de personnes ayant fait l'objet d'agressions sexuelles pendant leur minorité, de la part de clercs ou de religieux catholiques en France de 1950 à 2020, selon les conclusions rendues ce jour. Le nombre de victimes grimpant même à 330 000, si on y ajoute notamment les agresseurs laïcs travaillant dans des institutions ou encore institutions de l'Église catholique évidemment, ou encore aumôneries, enseignant dans des écoles catholiques. Ces personnes étaient victimes jusqu'alors, elles sont devenues donc témoins et se sentent maintenant acteurs de la vérité, a-t-il déclaré Jean-Marc Sauvé, donc pour parler de son rapport, président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans les églises. C'est 2 ans et demi de travaux, Habib, amis auditrices, auditeurs, qui ont donc pointé ce rapport, un rapport de 2500 pages, s'il vous plaît. Rappelons que c'est la conférence des évêques de France qui avait notamment commandé fin 2018 ce rapport. L'Église, et c'est là ma question, doit-elle trembler, Habib, sur ce sujet très important? C'est un sujet qui mériterait évidemment beaucoup plus de médiatisation. Alors c'est vrai qu'on en a parlé dans différentes périodes dans les médias, mais là ce rapport risque quand même de faire trembler pas mal d'églises, enfin pas mal, oui, voilà, chez les catholiques. C'est quand même un rapport qui risque de faire très mal, Habib. Très mal. Alors, tout d'abord, il faut quand même souligner l'horreur des chiffres qui sont soulevés ici et l'horreur d'une réalité qui a pu avoir lieu, qui a toujours lieu, que ce soit au sein de l'Église catholique ou bien ailleurs, parce qu'on parle de la pédophilie. Hein. En règle générale, il y a un sujet qui s'appelle la pédophilie. Là, le rapport Sauvé et le CIAZE, par l'intermédiaire du CIAZE ou du CIAZE, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle cette organisation, pointe du doigt ce qui s'est passé au sein de l'Église catholique pendant plusieurs dizaines d'années. Et est-ce que l'Église doit trembler? Je dirais qu'en tant qu'idéologie, non, parce que l'idéologie de l'Église catholique est à milieu de promouvoir ce genre de pratique, ce genre d'abomination. C'est bien même tout le contraire, puisqu'elle protège l'enfant. Maintenant, l'institution catholique, le clergé en fait, l'organisation, les structures de l'Église peuvent trembler, en tout cas pour ce qu'il en reste, parce que l'Église aujourd'hui en tant qu'institution, depuis Vatican II et jusqu'à nos jours, elle a quand même perdu beaucoup de sa superbe et elle assumera certainement ce qui s'est passé, elle assumera les conséquences et les informations que nous donne ce rapport Sauvé. Mais est-ce qu'elle doit trembler? Est-ce que ça changera quelque chose? Je ne pense pas, non. Alors nous sommes avec notre invité aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans le LGF, le Grand Forum, émission de référence, les amis. L'information sans concession avec Morad El Attab. Il est écrivain, il est géopolitologue, surnommé le président des enfants. Bonsoir Morad. Bonsoir. Alors, la question que je posais à Habib, chroniqueur du LGF, après la révélation de ce rapport Sauvé et ces chiffres absolument scandaleux, ces victimes d'agressions sexuelles, un rapport qui remonte de 1950 à 2020, c'est des milliers de victimes, mineures pour beaucoup. Est-ce que l'Église doit trembler, Morad? Je pense que, très honnêtement, non.
Non, pour une question très simple, c'est sur le fondement même de ce rapport et de sa base, j'ai presque envie de dire, scientifique en termes de recherche. Ça se fait sur 50 ans. Ce que je constate, c'est qu'à peu près tous les 10 ans, lorsqu'il y a une résurgence des actes pédocriminels, et surtout lorsqu'ils sont dénoncés par les médias, on voit ressurgir le procès de l'Église. Or, je travaille, étant moi-même parent plaignant, d'abord je tenais à vous remercier dans ce sens, puisque nous sommes rarement invités par les médias, et c'est tout à votre honneur. Je tenais à dire qu'en réalité, les premières victimes, bien sûr, restent les enfants, c'est l'horreur absolue. Moi-même, je me bats contre des corrompus, des criminels, pour sauver plusieurs centaines d'enfants en France. Ces enfants sont, dans 99,9% des cas, pas victimes de prêtres. Et c'est là où je veux en venir, c'est que par rapport, j'ai regardé les chiffres sur le nombre de personnes interrogées sur 50 ans, rapporté à la réalité des chiffres pédocriminels aujourd'hui en France, dont le Sénat, dont le Parlement en connaissent la réalité, puisque c'est sourcé, on est entre 250 à 400 victimes de viol par jour. Les prêtres dans tout ça représenteraient à peu près un prêtre tous les 5 ans coupable d'un acte pédocriminel. Donc c'est pour ça que je tenais à repréciser les choses. Aujourd'hui, il y a cet exercice de communication de la part des vrais réseaux pédocriminels pour nous faire encore une fois croire que c'est de plus malsain dans notre pays, ça serait le christianisme dans son fondement même, où, soi-disant des prêtres, s'appliqueraient à violer nos enfants. Je dis que des prêtres l'ont fait. Je dis encore une chose, ceux qui ont eu à le faire sont des criminels, mais ça reste l'immense minorité par rapport à le profil de la réalité de ceux qui commettent des actes pédocriminels en France. Ouais. Alors, Mourad Elatab avec nous, il est, je le rappelle, écrivain et géopolitologue. Pierre-Henri nous a rejoint. Pierre-Henri, président de France Fraternité. Comment ça va, mon Pierre ? Plutôt bien. La question que je posais à Habib, qui est chroniqueur en charge de la sécurité avec nous sur France Maghreb 2 et avec notre invité Mourad Elatab, est-ce que l'Église doit trembler après ce rapport Sauvé sorti ce matin ? Écoute, je pense d'abord qu'il faut saluer le travail de l'Église qui a financé la commission Sauvé, qui, du nom du président Jean-Marc Sauvé, qui est un haut fonctionnaire d'État, et qui a permis de mettre à jour cette abomination criminelle, cette pédocriminalité qui a eu lieu dans l'Église. Quand même, près de 220 000 personnes... 216 000. 216 000 victimes avant 1950. Et 56% des crimes ont eu lieu avant 1970. Qui laisse... Alors, le rapport fait état des agressions qui auraient lieu entre 1950 et 2020. C'est ça, voilà. C'est ça. Et donc, 56% des agressions ont eu lieu avant 1970. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'Église qui a aussi financé cette opération extraordinairement douloureuse. 3 millions d'euros. C'est pour donner bonne conscience, c'est pour laver... en tout état de cause, je ne sais pas si c'est pour se donner bonne conscience, mais voilà, le rapport est là, il est clair. On a protégé quand même des évêques, des prêtres. Oui, mais quand on dit on a protégé, qui a protégé ? L'institution, l'institution, l'Église, oui. L'Église a protégé. Oui, bien sûr. Un travail n'a pas été fait. Cela étant, aujourd'hui, il est fait, et je vais reprendre les mots de Jean-Marc Sauvé, haut fonctionnaire d'État, qui dit j'ai rencontré le mal absolu en écoutant les doléances
des personnes qui ont eu à subir ces crimes. Ouais. Voilà. Et donc, je pense moi que les églises, quelles qu'elles soient, ne sont pas au-dessus de la loi. Les gens qui composent les différentes églises sont identiques au reste de la population. Et évidemment, les églises ont toujours tendance à se protéger, à se comporter pour protéger les leurs, et quelle que soit l'église et quelle que soit la religion. Alors, Morad El Hattab, ici présent, notre invité, qui travaille depuis un petit moment d'ailleurs sur le sujet, à tel point qu'on le surnomme le président des enfants. Morad, tu nous disais tout à l'heure en introduction que pour toi, et selon toi, c'était qu'une petite minorité quand on parle d'agression sexuelle dans les églises et au sein d'institutions catholiques, parce que la pédocriminalité, c'est généralisé dans l'ensemble des institutions. C'est ce que tu nous dis, Morad. Oui, évidemment. Et là, encore une fois, je partir comme ça sur ce débat sur l'Église et aller vers l'Église. D'abord, je reprends le débat sur les enfants. Les premières victimes sont des enfants. Ouais. Et encore une fois, j'insiste, l'horreur absolue, j'aurais bien voulu que M. Sauvé fasse un travail approfondi en réalité sur la réalité des chiffres officiels qui sont donnés chaque année et d'aujourd'hui, de maintenant. Et il verra pourquoi il n'a pas fait ce travail au sein de l'éducation nationale, au sein de l'institution judiciaire où de plus en plus de magistrats sont attrapés en train de visionner des images pédopornographiques. Ce propre gouvernement qui a fait une loi pour pour faire que le viol sur les enfants puisse être qualifié d'agression sexuelle, ce qui a absous une immense majorité d'actes pédocriminels. Notre institution judiciaire, qui ne condamne au final aux assises que 0,4% d'actes pédocriminels. Récemment, des gens au plus haut sommet de la hiérarchie de nos services secrets, arrêtés en train de commettre des actes pédocriminels au motif de la déradicalisation, que la justice a littéralement pratiquement absous. Je trouve quand même que c'est confondant. Je viens de lire un magnifique rapport établi par Xavier Possard dans sa revue Faits et Documents, qui s'appelle sur Brigitte Macron à la pédocriminalité. J'invite les auditeurs à le lire. Il est impératif, et M. Emmanuel Macron, je lui ai déjà envoyé à plusieurs reprises sur son bureau des faits gravissimes qui se passent dans notre pays, au moment où je vous parle, n'a rien fait. C'est-à-dire qu'en réalité, encore une bonne fois, nous tentons de faire croire que les actes pédocriminels seraient le fait que de prêtres. Ils ne représentent que 0,4 à 5% de la réalité de ces crimes contre des enfants. La majorité aujourd'hui de ceux qui commettent des actes pédocriminels ne sont pas des prêtres, ce sont des gens issus de la société civile. Il y a beaucoup de magistrats, il y a des policiers, il y a des enseignants, et ça, c'est l'ensemble des institutions, Morad. On le retrouve dans le domaine du sport. Une enquête en cours dans le domaine du sport. Dans le domaine du sport, exactement, absolument, tout à fait. C'est tellement facile de se laver les mains. C'est tellement facile de se laver les mains en disant encore une bonne fois, on nous fait le coup tous les 10 ans. Tous les 10 ans, on nous fait le coup. Alors, par contre, votre invité a dit quelque chose d'extrêmement vrai et juste. On ne peut que se féliciter que c'est l'Église elle-même qui a financé ce travail d'enquête. Mais je tiens encore à redire une fois, en tant que citoyen français, il y a en France des agents de police, des gens qui sont habilités pour faire ce travail d'enquête. Je ne comprends pas pourquoi dans notre pays, aujourd'hui surnommé pédoland au niveau international, je tiens à le préciser, nous sommes le seul pays au monde où des magistrats donnent des peines de prison avec sursis à des pédocriminels déviants. Alors Pierre n'a pas l'air content. Qu'est-ce qu'il y a, mon Pierre ? Oh non, ce n'est pas que je n'ai pas l'air content, c'est pas la question. J'entends le combat que mène Monsieur Morad El Hattab. Morad El Hattab, et je le respecte profondément.
Simplement, je trouve que ces propos, et je m'arrêterai là, pratiquent un amalgame qui est absolument invraisemblable. Ben, bien sûr, quand vous vous mettez, et vous savez très bien ce que vous faites, quand vous ciblez d'un seul coup Brigitte Macron dans vos propos sur la pédocriminalité, vous affaiblissez l'ensemble de votre combat, monsieur. Et encore une fois, je respecte profondément, je respecte profondément votre combat, mais je pense que les propos que vous venez je pense que les propos que vous venez de tenir, après tu répondras. Oui, je pense que les propos que vous venez de tenir tiennent du conspirationnisme et que c'est absolument confondant de parler de notre pays comme de pédolande, de dire que Brigitte Macron serait liée d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas dit ça. Oui, enfin, il laisse entendre. Il laisse entendre. On transforme pas les propos. Et c'est, oui, enfin, non, il n'a pas dit ça. Tout le monde a entendu, et je trouve, mais bien entendu, dès qu'on vous démasque un tout petit peu, mais bien sûr, écoutez, j'assume face à vous que vous me traitiez de menteur, je n'ai aucun problème là-dessus, et je trouve que vos propos sont scandaleux et affaiblissent votre combat, que ça vous plaise ou pas. Réponse, Mourad. Monsieur, je tiens à dire à ce monsieur qui est issu de terre d'asile la bonne conscience de gauche racialiste. Voilà, j'ai sous les yeux le rapport publié par la Commission européenne au Parlement européen ainsi que les rapports d'Interpol. Lui, monsieur terre d'asile, ne dénoncera jamais que 60% des enfants qui voyageaient seuls depuis 2014 disparaissent. Et oh mon pauvre ami, je pense que je l'ai dénoncé avant vous. Attends, laisse-le terminer, Pierre. Oui, non, on va pas me mettre en cause là-dessus. Laisse-le terminer. Des communiqués ont été publiés sous mon nom concernant cette affaire. Et d'abord, c'est pas 60 000, c'est 10 000 personnes qui ont été perdues des radars d'Interpol, qui sont mineurs. C'est 10 000 personnes. 10 000 personnes. Je connais le dossier par cœur, cher monsieur. Bon, alors, on va quitter le truc personnel, on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Oui, mais c'est 1000 enfants qui sont dans les réseaux pédocriminels. Alors, Mourad, aujourd'hui, tu continues de mener ton combat parce que c'est un combat, je crois, sans trahir aucun secret, cher Mourad, qui te tient particulièrement à cœur puisque tu es concerné. Rappelle-nous d'ailleurs pourquoi tu es concerné. D'ailleurs, contrairement à ce monsieur, moi je vais dans les tribunaux. Contrairement à ce monsieur, moi j'ai eu affaire à des magistrats. J'y siège, monsieur. Contrairement à ce monsieur, mes enfants sont tombés dans un réseau pédocriminel où des agents de la DGSI ont parsousé en présence de mes enfants, les ont amenés à l'étranger. Des pièces ont été refaites d'identité à mon insu. Tout ça, c'est sur le bureau du président de la République que je n'ai jamais accusé. Par contre, ce que j'accuse, c'est son inaction en tant que chef de l'État. Il devra avoir honte de laisser faire de tels actes aussi criminels. Quand, à Brigitte Macron, j'ai fait état d'un document publié dans Fait Document par M. Xavier Poussard, avec des preuves irréfutables sur le fait qu'aujourd'hui, au sein et auprès du chef de l'État, il y a beaucoup trop de gens en lien avec des réseaux pédocriminels ou qui ont été mêlés à des affaires de mœurs beaucoup trop graves. Ils n'ont rien à faire dans nos institutions et au sein de l'État. Voilà ce que j'ai dit, monsieur. Et s'il vous plaît, ne vous prenez pas votre bonne petite conscience de gauche. L'homme qui vous parle, même s'il a un consonance, il ne parle pas verlan. Il a été primé de plusieurs prix littéraires. Et croyez-moi, il a pour habitude d'évoquer les faits, surtout des faits aussi graves, avec beaucoup de rationalité et évite d'être dans l'émotion. Alors aujourd'hui, c'est pas le procès de l'Église. Aujourd'hui, il faut sauver des enfants. Il y en a à peu près 400 par jour qui sont violés dans notre pays. Et j'y peux rien si aujourd'hui notre pays a cette sale réputation. Epstein séjournait en France, monsieur, je tiens à vous le rappeler. Weinstein commettait ses horreurs aussi en partie en France. Ce sont des réseaux pédocriminels internationaux. Que vous le vouliez ou pas. Cette réalité, moi, je la vois en face. Mourad El Hattab, tiens, je vais aussi donner la parole, s'il le veut bien, à Tarek Mami, qui est avec nous, qui nous a rejoint. C'est un sujet extrêmement grave que nous abordons aujourd'hui, que de parler de pédocriminalité, bien entendu. C'est l'Église aujourd'hui qui est visée,
Mais Morad El Attab, ici présent, notre invité, nous dit que voilà, ça représente qu'une petite minorité par rapport à des réseaux bien établis et qui s'est généralisé dans l'ensemble des institutions. C'est vrai que c'est un sujet qui était par ailleurs tabou et qui aujourd'hui s'avère exposé. Et j'ai envie de dire tant mieux, si les victimes aujourd'hui peuvent s'exprimer, peuvent parler, tant mieux, et qui plus est, les conséquences dramatiques que cela peut avoir, notamment chez un enfant qui a été victime d'agression sexuelle par X ou Y, quoi qu'il en soit, ça reste toujours gravé vraiment très très longtemps et a des conséquences gravissimes. Bien entendu, ça peut être aussi donc des images pornographiques qui sont malheureusement trop accessibles pour nos enfants par le biais justement d'internet et de tout ce que voilà, en 2 clics aujourd'hui, il a été prouvé qu'en 2 clics on peut avoir accès à des contenus pornographiques sans qu'il y ait une quelconque restriction pour les enfants. Tarek, bonjour d'abord. Oui, bonjour Christophe. Comme vous dites tout le temps, je ne devais pas intervenir, mais je passe pour des opérations administratives et je tombe sur des sujets comme celui-là. Alors moi, je vais me mettre, les auditeurs me connaissent assez. Bonjour Morad, bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Moi, j'ai pour habitude de mettre les pieds dans la shakshuka. Quand j'ai entendu Monsieur Morad El Attab parler la première fois de ce genre de choses, je me suis dit, ce mec est un dingue. Ce mec est un fou. C'est un mec qui est complotiste. On ne peut pas tenir ce genre de discours. Ça a été ma première réaction. Et après, je me suis dit, quand même, un homme qui est écrivain, j'ai vu ses livres, notamment sur Kadhafi, Saïf el-Islam, le fils de Kadhafi. Je me suis dit, je vais discrètement assister à une de ces séances pour voir si ce type fabule ou s'il a le courage d'assumer ce qu'il est en train de dire. Et donc j'ai été, il ne le sait même pas, à la place de l'Opéra. J'ai été une fois à République où je l'ai salué. Et entouré de policiers, il tient, cher Pierre-Henri, ce discours. Et donc, je me suis dit, ou ce type est malade, il faut l'arrêter tout de suite et l'amener pour le faire soigner, parce que le pauvre, il est rentré dans une impasse dans laquelle il ne peut pas sortir. Ou ce mec calomnie, il faut que la police l'arrête sur ordre de procureur et qu'on lui fasse un procès comme à d'autres, ou ce monsieur dit des choses par rationalité et par émotion, parce que ses propres enfants sont passants. Et je me suis présenté, et ce monsieur m'a dit, Tarek, on se voit la prochaine fois, je vous amène mes lettres. Et j'ai vu des lettres écrites au président de la République, écrites à Madame Macron à l'époque, écrites au procureur de la République. Et moi, quand je vois des lettres avec des accusés de réception, nos accusants de réception, et que derrière, le monsieur n'est pas arrêté, n'est pas mis dans l'asile psychiatrique comme certains médecins, Covid, n'est pas mis en prison, il y a quand même anguille sur roche. Donc je veux suivre le personnage. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'on lui donne la parole aujourd'hui, en contradiction, pour qu'il puisse amener. Et je sais que pour lui, alors je le dis, et là je veux le mettre lui en valeur, que son combat n'est pas pour le combat contre l'Église ou pour les musulmans. Il mène un combat pour tous les enfants, quelle que soit la confession, quel que soit l'âge, en tout cas les moins de 10 ans, parce qu'il a vécu dans sa chair. C'est pas pour rien qu'il est surnommé le président des enfants. Voilà. Et quand on voit et qu'il a la preuve que ces enfants se sont fait faire des pièces d'identité pour partir à l'étranger, pour ne pas dire pour être envoyés à l'étranger, je me suis dit, Tarek, en tant que patron d'une radio, en tant que responsable d'un média, tu dois donner la parole à ce monsieur pour qu'il s'exprime, quitte à ce que d'autres le critiquent, le traitent de complotiste. Moi-même, je l'ai pris pour un complotiste au départ. Bon. Et donc, je pense, Christophe, voilà ma position claire. Très bien. C'est que quelqu'un qui dit les choses et qui n'est pas arrêté, c'est que soit il a raison, soit que le pays s'en fout de ce qu'on dit de ce pays. Et c'est vrai que le Epstein et que notre pays a cette réputation. Je peux même rajouter une dimension personnelle. Oui, j'ai la pub. Oui, une seconde, cher Christophe. Quand je suis descendu à Marseille pour mener des batailles pour la radio, on m'a dit, Tarek, t'approches pas de là, parce que là, tu t'approches de la zone de pédophiles et tout ça, avec des noms qu'on m'a donné, des personnalités et tout ça, et il me dit, donc, soit que tu t'approches d'eux, et tu tapes sur quelques personnes, mais pas sur la ville, mais parle pas de ce dossier-là, et casse-toi, remonte à Paris. Et donc, moi-même... Et il est remonté à Paris. Et je suis remonté à Paris. Et je suis à Paris aujourd'hui. Bon, alors bougez pas, messieurs, on revient dans un instant pour la poursuite de ce débat, très important avec ce rapport Sauvé sorti aujourd'hui, qui pointe du doigt, c'est vrai, l'Église, mais aujourd'hui, on est là, enfin, Morad El Attab nous dit...
Attention, l'Église n'est qu'une petite minorité de l'ensemble du réseau pédocriminel qu'il évoque aujourd'hui. À tout de suite. J'ai connu tout ça, là. En direct sur France Maghreb 2 dans le LGF avec du monde finalement sur France Maghreb 2 pour parler de ce rapport Jean-Marc Sauvé qui est sorti ce matin et qui donc énonce ce chiffre absolument alarmant. Un rapport qui fait 2500 pages, qui a pris 2 ans et demi de travaux, 217 000 victimes d'agressions sexuelles dans l'institution catholique et ça peut même grimper jusqu'à 330 000 si on y ajoute notamment les agresseurs laïcs, hein, c'est ce qu'on appelle les agresseurs laïcs, travaillant dans les institutions de l'église catholique ou encore l'aumônerie. Les enseignants aussi dans les écoles catholiques sont pointés du doigt. Ces personnes qui étaient victimes, donc elles sont devenues maintenant témoins et se sentent obligés maintenant de devenir acteurs de la vérité. C'est ce qu'a déclaré Jean-Marc Sauvé, le président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans les églises. Donc je le disais, 2 ans et demi de travaux pour mettre ce rapport sur la table, un rapport de 2500 pages qu'il va falloir donc lire. Et rappelons et précisons, Pierre-Henri l'a fait, on l'a fait aussi, c'est à la demande de la conférence des évêques de France que ce rapport est né. Tarek Mami est avec nous. Je précise juste pour Sauvé, Jean-Marc Sauvé, c'est un fonctionnaire d'État. C'est le vice-président du Conseil d'État. Ouais. C'est qu'en clair, il est le patron du Conseil d'État, puisque le Premier ministre est le président en titre, et le vice-président, c'est le vrai patron. Et donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui doit avoir à vue d'œil 72 ans. Voilà, pour moi, il est en retraite. Oui, voilà, justement. Et que, encore une fois, elle appartient à une caste d'âge qui n'a plus rien à attendre des uns et des autres. Et peut-être que l'indépendance, dans tous ces travaux, commence à cet âge-là et pas à 30 ans ou à 40 ans. Tarek Mami, donc vous l'avez entendu, reconnu. Pierre-Henri, président de France Fraternité. Habib Sab est avec nous en charge dans le domaine de la sécurité. Et notre invité, donc Morad El Attab, écrivain, géopolitologue, surnommé le président des enfants, qui mène un combat depuis des années maintenant, Morad, évidemment, pour dénoncer ces réseaux pédocriminels. Quand tu disais tout à l'heure, Morad, que la France est surnommée Pédoland, par qui est-ce que c'est pas un peu excessif ? Voilà, exactement. Merci Christophe. Alors encore une fois, ce qui est excessif, c'est le nombre de victimes. C'est pas les noms qu'on peut donner à la France ou pas. Je tiens à vous faire savoir que c'est pas une vue de l'esprit. Il y a quand même une réalité factuelle. Ça remplit les tiroirs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous croyez que ces gens ils sont absolument au courant. Moi, j'ai été au fait de cette réalité cruelle, parce que moi-même, j'ai été touché dans ma chair. Il a fallu que je fasse un travail pour ne plus être dans l'émotion et de manière pratique. Et mon histoire se démultiplie à hauteur de centaines de milliers de Français. Il y a un truc qui est très important. Vous faites quelque chose d'incroyable aujourd'hui, qui répond à la charte de 1973 de Munich des journalistes. Vous faites le choix d'inviter un parent plaignant. Allumez la télévision. Écoutez les émissions de radio. Où sont les parents plaignants ? Jamais nous sommes invités. J'ai été invité par François, par la Une TV, Richard Boutry, par Info en question, par vous, par Mike Borowski, la Red Family, le Mouvement des Alerteurs, Enquête Péno, la Team Mort, le magazine Nexus, mais ça reste des indépendants. Pourquoi on n'invite pas sur les plateaux de télévision, face aux magistrats, face à quelques policiers enquêteurs, dont la majorité font remarquablement bien leur travail, et ce n'est pas suivi d'effet par la magistrature, malheureusement, pour une raison très simple. Tous les parents plaignants subissent 2 choses qui sont contraires à la loi. Nous ne sommes jamais respectés dans l'égalité devant le service public, et on n'a jamais droit au respect du contradictoire. Il faut savoir une chose, et je remercie Tarek pour cette parenthèse. Aujourd'hui, celui qui a pris contact avec moi, c'est le directeur de cabinet de l'Élysée, tant mon affaire est grave, et les affaires que je leur rapporte sont d'une gravité extrême. Je suis en train de m'occuper actuellement d'une maman dont le fils de 5 ans a été violé par son ex-compagnon qui est policier, qui lui mettait un sac sur la tête et des films porno, et qui visualisait tout ça avec ses copains, qui est protégé actuellement par une vice-procureure, et par l'ASE qui tente de faire passer cette maman pour folle. Des exemples comme ça, j'en ai des milliers. Je vous rappelle que dans l'éducation nationale, il y a au moins de manière répertoriée 268 viols par an d'enfants.
Ce sont nos enfants. On est au sein d'une institution. Morad, vous m'entendez ? Oui, vous entendez. Oui, c'est Tarek. Si je peux me permettre, moi, quand Christophe Roux a annoncé tout à l'heure par Twitter donc votre venue à l'émission, je peux le dire en toute transparence, sans citer, des copains et des amis, ils m'ont dit, Tarek, est-ce que tu prends pas le risque de recevoir aujourd'hui Morad Latab ? Quand je leur ai dit ce que je dis à l'antenne, c'est pour ça que je dis, moi, ce que j'écris, je le dis, ils m'ont dit bravo. Parce que au moins tu vas donner non pas une vérité, mais une des vérités sur ce dossier et que chacun fasse son truc. Par contre, on m'a dit si Morad pouvait donc garder cette ligne de défense sans utiliser, comme dirait Pierre-Henri, je parle à sa place pendant 5 secondes, ce mot, la France... J'ai dit ce que j'avais à dire. La France, pays pédophiles. Pédolant. Voilà, pédolant. Parce que les gens qui peuvent avoir une approche émotionnelle ou sentimentale pour venir te rejoindre, voient le mot France pédolante, ça les éloigne. Donc, est-ce que c'est toujours utile de dire, même si c'est d'autres qui l'ont dit, ce genre de choses? Voilà, donc je te rapporte la discussion que j'ai eue avant d'arriver, comme par hasard dans le studio. Je te donne un exemple concret. La plus grosse affaire de ces dernières années est l'affaire Epstein, qui n'est pas résolue et qui n'est pas terminée. J'insiste. Il faut savoir que la partie aux États-Unis, il y a des enquêtes qui sont toujours en cours, et vous savez que Mme Maxwell a été emprisonnée. La France, très, très, très tardivement, après, grâce au travail des réseaux sociaux, a fait que, ils ont quand même dû arrêter M. Brunel, qui était un proche de M. Epstein. Je tiens à vous rappeler que lorsque des associations de protection de l'enfance ont interpellé le procureur de la République, on leur a dit en gros, circuler, il n'y a rien à voir. Et il a fallu, écoutez-moi bien, que le département de la justice américaine et la section trafic humain du FBI rendent public le fait que des filles de 12 ans en France avaient été prises de France, envoyées chez Epstein sur son lit ou dans son temple à Moloch. Il les a violées et torturées pour fêter son anniversaire et renvoyer le lendemain. Comment se fait-il que dans la 5e puissance du monde, des enfants mineurs puissent sortir du territoire à l'insu de tous pour être le goûter d'anniversaire d'un pédocriminel international? Je veux dire, moi, je dis encore une chose, c'est que on ne veut pas, comme une forme de dissonance cognitive, on ne veut pas voir la réalité. Et on peut dire aujourd'hui que la machine s'est mise en place grâce à vous, grâce au rapport de M. Sauvé, grâce à d'autres. Aujourd'hui, il y a peut-être une prise de conscience et un changement de paradigme. Pas assez encore. Elle n'est pas suffisante pour une raison très simple. Oui. Je tiens à le dire publiquement. Moi-même, je me bats aujourd'hui contre des magistrats criminels. Je citerai aucun nom. Je l'ai fait dans d'autres radios. Voilà. Donc ces magistrats criminels sont aujourd'hui encore protégés par l'institution judiciaire. Je donne le dernier exemple. J'ai porté plainte contre une magistrate criminelle qui a subordonné un témoin qui n'est autre qu'un médecin expert psychiatre, reconnu pour être un apologiste du viol. Écoutez bien ce que je vous dis. Et le procureur de la République de Paris a volontairement changé le qualificatif des faits pour ne pas permettre sa poursuite. Vous voyez qu'on use les parents plaignants au lieu de nous accompagner, au lieu que la justice de mon pays, la police de mon pays accompagne les parents plaignants, essaie d'établir les faits, la vérité. Au contraire, par corporatisme, par protection des réseaux, parce que ça serait tâche, alors que partout ailleurs ça se fait. Et moi, je tiens à vous dire une chose. Ma France, je l'aime. Et si je mène ce combat, c'est parce que je l'ai au cœur. Mais moi, les enfants de la République, excusez-moi de le dire, comptent peut-être plus que la République elle-même, parce qu'ils sont l'avenir de cette France. Et je tiens encore à dire encore une fois, c'est que moi, j'ai fait des expertises psychiatriques, on n'y a trouvé aucune pathologie. Et je tiens à vous préciser encore une chose, c'est que, mon Dieu, combien notre pays serait davantage plus beau et plus fier si ces enfants étaient réellement protégés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on va laisser juste la possibilité à nos débatteurs chroniqueurs de poser une question. Je vais juste rapporter une affaire que vous n'avez peut-être pas eu à connaissance. C'est une information que vous pouvez vérifier. C'est un arbitre en activité, un arbitre français, qui est toujours en activité, qui aurait été arrêté en compagnie de filles mineures du Maroc. Là aussi, il y a des affaires, voilà, on ne va pas citer de nom, mais des affaires dans le milieu politique aussi,
qui partaient dans d'autres pays. Le Maroc est un exemple pour notamment aller y faire leurs petites affaires avec des mineurs notamment. Ça, c'est des choses qui sont tabous, qui étaient tabous jusqu'alors, mais qui, heureusement, la parole se libère. C'est comme d'ailleurs les femmes victimes d'agressions sexuelles avec le MeToo et compagnie. La parole s'est libérée. Et tant mieux, on peut que s'en féliciter et que tous ces salopards, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, excusez-moi, à un moment il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si tous ces salopards peuvent être arrêtés, qu'ils le soient et qu'ils soient jugés. Parce que des malades, il y en a déjà suffisamment dans la rue. On a tous des filles, des sœurs, des mères. Et voilà. Christophe, moi j'ai amené mes enfants au commissariat. Ouais. Ils pleuraient, mes enfants. La dernière image que j'ai de mes enfants, en 5 ans, je les ai vus que 7 heures. Depuis 2 ans, je ne les ai même pas vus ni entendus, alors que j'ai autorité parentale conjointe. Le dernier jugement qui a été rendu à Versailles, la juge que je ne citerai pas, une criminelle, a fait des faux en écriture. Il faut savoir que ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à des milliers, à des centaines de milliers de mamans plaignantes qui sont massacrées par des magistrates majoritairement. Moi, j'ai vu mes enfants pleurer au commissariat. Je les ai amenés là parce que mon père, quand il a mis le pied en France en 72, et depuis que je suis gamin, m'a dit, il est de la génération de Tarek, il m'a dit, tu sais Morad, aie toujours confiance en la France parce que tu ne seras ici jamais victime de l'arbitraire. La police et la justice sera toujours du côté de la vérité. Eh ben, la dernière fois que j'ai vu mon père, là, tout récemment, il est malade, il m'a demandé pardon d'avoir tenu cette promesse et de continuer à croire que la justice et la police française seraient toujours du côté du droit. Ce que j'ai vu de mes yeux et ce qu'ils t'ont infligé, surtout à mes petits-enfants, j'ai honte pour la France, mais je n'ai pas honte des Français parce que les Français sont un peuple noble. J'ai vu mes enfants pleurer dans le commissariat, pleurer. Et là, vous savez, la policière qui m'a regardé, une policière raciste, et elle m'a regardé en souriant et en rigolant, et elle m'a dit, je dis, mais madame, vous ne pouvez pas remettre mes enfants à leurs corrupteurs. Elle m'a regardé, je suis couverte par ma hiérarchie. Ouais. Et ils voulaient me casser la gueule. Je tiens à vous dire que la dernière fois que je voulais aller au commissariat pour porter plainte, au commissariat du 17e, ils m'ont entouré de 7 personnes alors que j'avais pris rendez-vous pour porter plainte parce que j'avais le dernier enregistrement téléphonique avec mes enfants où ils me disaient qu'ils m'aimaient, ce qui mettait en déroute 3 rapports mensongers de la police et d'associations. Eh bien, ils ont voulu me casser la gueule. Voilà ce qui est devenu la police républicaine. Hein. Et c'est ça, la justice. C'est ça, ma police. Alors moi, je vais vous dire une chose. C'est pas moi qui ai pris contact avec l'Élysée. Ils savent qu'il y a des affaires extrêmement graves, en l'occurrence la mienne, puisque des agents de la DGSI pédocriminels qui étaient en lien, qui faisaient des partouzes. Et pourquoi je veux dire que mon affaire est grave ? C'est que dans le même temps, il disait de manière publique où il y allait avoir des attentats terroristes à mon ex-compagne. Vous comprenez qu'en plus, il y a violation du secret défense. Voilà pourquoi c'est grave. Vous m'entendez toujours ? On vous entend toujours, Morad. Et mes enfants, quand je les ai vus pleurer, je rêve que d'une chose, c'est de les récupérer, de les serrer dans mes bras et leur redonner cette confiance qu'ils ont sûrement perdue dans la justice et dans la police. Parce que moi, je crois en ceux qui portent l'uniforme. J'ai des copains flics, j'ai des copains magistrats. Dans l'immense majorité, ce sont des gens honnêtes. Mais il y a en leur sein des gens qui sont des pédocriminels et qui aident des réseaux pédocriminels. Merci Morad El Hattab en tout cas pour nous avoir un petit peu éclairé et apporter votre lecture. Et comme on dit toujours sur France Maghreb 2, s'il y a une personne... excuse-moi Christophe, oui. C'est des fois l'émotion. Si une personne se sent lésée ou touchée, cette antenne est ouverte pour parler de cette question, soit d'une manière, j'allais dire, identifiée, soit d'une manière anonyme, parce que professionnellement, ça ne peut pas se dévoiler aujourd'hui, mais c'est une question, j'allais dire, qui blesse. Moi, ce qui me plaît dans la dernière phrase de M. Latab, c'est qu'il dit « Je suis fier d'être français, même si je ne suis pas d'accord avec ce que la France fait ». Et toute la nuance, elle est là. Alors, Habib, vous voulez rajouter quelque chose, Habib ? Oui, 2 choses. Tout d'abord, je pense qu'on doit mettre en avant le courage de M. El Hattab parce que c'est le cauchemar de tout parent. Vraiment, le pire des cauchemars de tout parent, c'est de voir ses enfants enlevés par une force quasi démoniaque, justement, contre laquelle on ne peut rien faire, et se battre pour essayer de les récupérer, se battre avec les outils de la justice. Et c'est là que je souligne la force morale, la force psychologique de M. Hattab, parce qu'il y a plus d'une personne qui, face à un tel déni de justice, qui, face à une telle situation, qui, face à un tel crève-cœur,
aurait pu basculer qui dans la folie, qui dans la violence. Parce que là, on est vraiment face à des situations d'une gravité extrême. Donc déjà, je salue son courage. Mais plus généralement, je voudrais aussi insister sur une chose. Déjà, très bien, l'Église a fait son mea culpa, même si à titre personnel, je trouve qu'elle fait beaucoup de mea culpa depuis de nombreuses années, mais sur ce sujet-là, le fait qu'elle se soit auto-saisie, le fait qu'elle ait demandé à cette commission d'enquêter sur ces faits, eh bien, ça grandit l'Église de France. Par contre, il ne faut pas non plus que l'Église de France devienne, au sens étymologique, le bouc émissaire de la pédophilie. Et c'est un peu, là je rejoins, je suis à la table là-dessus, c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre un peu le problème de la pédophilie sur le dos de l'Église, en se disant que ben voilà, grâce à ça, on va pouvoir un peu évacuer tout ça, et puis certains pourront continuer à faire leurs petites affaires dans l'ombre, pendant que les lumières seront braquées sur l'Église et sur le passé d'une minorité de certains de ses prêtres et de ses curés. Alors que quand on regarde eh bien, l'histoire de France, tout simplement, l'histoire post-68 de France, on se rend compte que, hélas, dans une bonne partie de l'intelligentsia française, il y a un certain, pour le moins, une certaine tolérance vis-à-vis de ce genre de sujet. Par exemple, et ça c'est de notoriété publique, alors là je peux citer des noms parce que c'est acté, c'est même eux qui ont signé ces pétitions dans des journaux comme Le Monde ou comme Libération dans les années 70. Une vingtaine d'années. Comment ? Il y a une vingtaine d'années. Oui, voilà, mais tels que Jean-Paul Sartre, Bernard Kouchner, Gabriel Matzneff, déjà à l'époque qui faisait parler de lui, Jack Lang, qui signait des pétitions pour la défense de cinéastes, visiblement, qui avaient fait quand même des films pédopornographiques avec des jeunes de 12 à 14 ans, sous prétexte que les enfants étaient consentants. Ça, ils ont mis leur nom et leur signature dans des journaux à grand tirage à l'époque. Absolument. Et ces gens-là, aujourd'hui, disons qu'il y a un milieu, politique et un certain milieu, politico-culturel en France, hérité de l'amour libre et de ces théories un peu fumeuses des années post-68, qui sont aujourd'hui dans les arcanes du pouvoir, et ce n'est pas du complotisme que de le dire, puisque ces gens-là ont signé avec leur nom et sont encore aujourd'hui en fonction. Qui ont changé de position entre-temps, il y a 20 ans et aujourd'hui. Oui, juste un mot. Oui, Pierre. Juste un mot, simplement attribuer finalement à l'idéologie émanant de 1968, la pédocriminalité est une erreur sans nom. D'ailleurs, si je reprends mais est-ce que je peux terminer ? Oui, vas-y, termine, Pierre. Bien. Et en l'occurrence, si on prend le rapport de Jean-Marc Sauvé, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que plus de 56% des crimes qui ont été commis l'ont été avant les années 1970. Hélas, la pédocriminalité ne vient pas et ne naît pas avec l'idéologie de 1968. Après, ce que je voudrais dire pour terminer pour ma part, le président Sauvé, Jean-Marc Sauvé, a tenu une conférence de presse aujourd'hui. Je crois que cette conférence de presse restera dans l'histoire. Le ton, le fond, la clarté sont peur de ce haut fonctionnaire. Ce qu'il a dit également de sa faiblesse face au drame intense qu'il a eu à recueillir a été aussi utile. Et je crois que ça participe de la clarté nécessaire et puis de la fin de la confusion entre une certaine position de force et puis l'insensibilité. Voilà, c'est un travail extrêmement important. Dernier mot, il suffit pas à l'Église d'avoir fait le travail de recherche. Il faut aussi aujourd'hui, je pense, dédommager les victimes. Même si ça ne réparera pas les traumatismes profonds qu'ils ont eu à subir, mais il faut aller plus loin et il faut dédommager aujourd'hui. Bon, eh bien, merci en tout cas Morad El Hattab d'avoir parlé longuement, parce que c'est un sujet qui mérite évidemment qu'on y consacre du temps, qu'on s'y arrête.
C'est pas toujours évident, évidemment, dans une émission comme celle-ci, mais en tout cas, ça a le mérite d'être intéressant. J'espère que les auditrices, auditeurs ont appris des choses et peuvent éventuellement se rapprocher de tes travaux, de tes livres aussi. Mourad El Hattab, écrivain, rappelons-le, géopolitologue et donc surnommé le président des enfants. À très bientôt, mon Mourad. Merci à vous tous. Oui. Pourrais je répondre rapidement, mon cher Christophe? Oui, bien sûr, tu peux répondre, comme tout à chacun, bien entendu, à ce que vient de dire Pierre, j'imagine, mon Habib. Ouais, bien entendu. Bon, alors. Alors, tout simplement, le débat, ce n'est pas la caricature. Je n'ai à aucun moment dit que la pédophilie était le fait de l'idéologie 66 et qu'il n'y avait rien avant. Ça, c'est c'est vraiment utiliser de faux prétextes et de faux semblants, faire exprès de tordre la position de l'autre pour se donner raison. Ce n'est pas ce que j'ai dit. La pédophilie est bien plus ancienne que mai 68. J'ai envie de dire même bien plus ancienne que l'Église elle-même. C'est depuis que le monde est monde que ce genre de choses existe. Elle a été plus ou moins tolérée d'ailleurs en fonction des civilisations et des époques, mais c'est un autre sujet. L'important, c'est que Pierre, notre cher Pierre, use du rapport Sauvé pour nous dire qu'il y a eu tant de cas qui ont été avant 1950. Sauf que le rapport Sauvé... 1970. Comment ? 1970. 56%, c'est écrit, c'est pas moi, 56% des crimes ont été commis avant 1970. Mais peu importe, ça en laisse 44% oui, bien sûr. après 70. Et de toute façon, un crime, c'est abominable. Voilà, il n'y en aurait qu'un seul, c'est abominable. Habib, dernier mot là-dessus. Oui, un grand moment de... Alors, si on ne peut pas discuter, si on ne peut pas terminer son argumentaire jusqu'au bout, libre à vous de cacher l'opinion des autres, monsieur Pierre, mais ça ne vous grandit pas. Le rapport Sauvé... Je vois pas pourquoi cette attaque ça s'appelle le débat, les gars. Acceptez un petit peu. Alors, vas-y, Habib. On parle les uns après les autres et pas les uns sur les autres. Oui, on n'est pas chez Hanouna ici. Oui. Oh. Et alors ? Oui, ça veut dire qu'on écoute. Et surtout pas les uns sur les autres. Oui. Bah oui, voilà, c'est ça. Bah oui, voilà. Ce que tu reproches à certains, faut le faire aussi, mon Pierre. Je l'ai fait. Bah voilà. Alors vas-y, Habib. Très bien. Le rapport Sauvé se concentre, bien entendu, sur les faits qui ont eu lieu au sein de l'Église. S'il y avait un rapport qui était fait par les associations libertaires pour travailler sur leurs problématiques, certainement qu'il y aurait des centaines de milliers de victimes également dans ce camp-là. Et s'il y avait un rapport qui était fait par les syndicats de l'éducation nationale, certainement qu'on retrouverait également des centaines de milliers de victimes dans ce rapport-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas éluder la pédocriminalité et la pédophilie qui est issue de certains courants libertaires des années 70. On ne peut pas l'éluder et l'expliquer par la pédophilie qu'il y a pu avoir au sein de l'Église. C'est tout ce que j'avais à dire. Très bien, merci beaucoup en tout cas à tout le monde de vous être exprimé. Dans un instant, on sera avec un autre sujet tout aussi grave qui va faire certainement réagir notre Pierre national. Le crack avec Tarek Sassi. T'es là, mon Tarek ? Je suis là, Bon, alors on prend des nouvelles dans un instant parce que ça s'arrange pas pour le coup. En tout cas, on va en parler dans un instant puisque le ministère de l'Intérieur fait mine de pas vous entendre, cher Tarek. On en reparle dans un instant et on parlera du président Macron qui, après avoir eu des propos qui ont fortement fâché Alger, tente l'apaisement. Dans un instant, on en reparle. J'aime cette émission parce que c'est vraiment le fruit de la liberté d'expression qui s'opère au quotidien sur France Maghreb 2. Et grâce, je dois le dire, je ne vais pas faire mon faillot de base, mais pour le coup, il est là avec nous, le président Tarek Mami, président de cette radio qui, depuis des années, me fait une extrême confiance au quotidien. Voilà, et c'est un régal en tout cas. Et on espère que ça va durer très longtemps parce que je pense qu'on peut le dire assez tranquillement. On est peut-être l'un des rares espaces de réelle liberté encore à la radio. C'est une radio indépendante, France Maghreb 2, qui n'appartient à aucun milliardaire. Enfin, pas que je sache en tout cas. Mais en tout cas, voilà, on peut... quoi. Je suis milliardaire, mais je le cache. Voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, ici, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On s'engueule parfois, mais c'est ça qui fait aussi la vie. C'est les échanges, les débats. Et on essaye de le faire en toute tranquillité et surtout avec un mot qui s'appelle le respect. 01 40 33 9000 les amis pour parler avec nous dans un instant du président Macron qui tente la carte de l'apaisement après avoir mis le feu à Alger.
par ses déclarations rapportées par le journal Le Monde. Mais nous sommes avec Tarek Sassi pour parler du crack. Et on en parle beaucoup d'ailleurs du crack dans les médias, de plus en plus d'ailleurs avec cette problématique qui se pose à Paris. Tarek Sassi, on en est où là aujourd'hui avec ces crackers qui ont été repoussés à Porte de la Villette et qui semblent maintenant être rentrés de l'autre côté du périph', dans le 93 maintenant, Tarek? Eh bien, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. La situation est très triste. Les toxicomanes sont remontés jusqu'à la Courneuve, Noisy-le-Sec, qui sont aux portes de Rosny-sous-Bois. Ils ont toujours été présents dans les portes, mais là, ça devient de pire en pire. Il faut savoir que depuis samedi-dimanche, la porte La Chapelle est réinvestie par des modous et des toxicomanes à l'ordre à peu près d'une centaine qui se dispersent entre Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers. Avant, ils étaient peut-être une dizaine. Maintenant, ils sont beaucoup plus présents parce que Porte de la Villette, elle donne directement accès au tramway. On aurait dû, alors je le dis bien pour ce qu'on a fait lundi, je vais expliquer un petit peu plus parce que j'ai fait une annonce sur CNews que nous allions nous rassembler sur la station Saint-Philippe-du-Roule près du ministère de l'Intérieur, zone de tolérance justement pour se rassembler, parce que depuis les Gilets jaunes, on ne peut plus faire ce qu'on veut. Nous nous étions rassemblés justement pour demander à être reçus en petite délégation pour avoir soit une audience, soit un rendez-vous, soit déposer un courrier. Eh bien, malgré que j'ai déposé presque 48 heures avant la demande, elle m'a été refusée, on m'a demandé d'en refaire une. Et même le dépôt de courrier m'a été refusé. Et les policiers qui nous ont encadrés, eux-mêmes étaient tristes, parce qu'il faut savoir que dans cette histoire, les policiers eux-mêmes sont avec nous, ils sont démunis, ils en ont marre, et ils veulent trouver une solution, et leur devoir de réserve fait qu'ils ne peuvent pas y aller. Donc nous sommes allés là-bas, on a été encore une fois de plus méprisés. Donc du côté de Castex, du côté de Darmanin, du côté de Véran, du côté de Macron, du côté même de Dupond-Moretti, et on pourrait citer ministère de la Ville, ministère de l'Éducation, ministère des Affaires étrangères, on a un total mépris. On est dans une continuité du mépris, dans un fléau qui est en train de ravager pas que la France. Maintenant, on ne peut plus cacher ce qui se passe à Bordeaux. Et on sait que dans peu de temps, on ne pourra plus cacher ce qui se passe à Lyon. Lyon qui, pour la Suisse, est une arrière-base du crack, de l'héroïne et de la cocaïne. Et que moi, ce que je remarque, c'est que aussi bien Bordeaux comme Lyon, il y a une gestion municipale par Europe Écologie Les Verts qui est vraiment bras mou, et qui laisse faire en fait ça, et qui appuie encore une fois ce projet des salles de shoot. Et là où il y a trahison, c'est la République En Marche qui appuie ce projet funeste qui va tous nous mettre dans la merde. Ça veut dire que dans un pays comme la France, il vous faut un pass pour aller faire du sport, mais vous aurez la liberté de vous droguer. Bravo. Ouais, que rajouter, cher Pierre, quand on entend ça? C'est vrai. Pour aller faire du sport, il te faut un pass, mais t'as la liberté tranquillement de te droguer en emmerdant d'ailleurs les gens. Ça n'a strictement rien à voir. Les deux, le sujet est suffisamment Non, mais c'est un parallèle, Pierre, tu comprends? Non, je ne le comprends pas. Le sujet est suffisamment complexe, difficile, douloureux, pour que on le traite en tant que tel. Oui, le travail entre la ville et l'État a été insuffisant aujourd'hui, et pour ma part, je comprends la colère des riverains devant le manque de solutions qui est proposé. Après, je continue. Alors, je vais donner quand même deux informations. La première, c'est que les personnes qui ont été déplacées à la porte de la Villette, de façon d'ailleurs assez incongrue, doivent être de nouveau évacuées pour une mise à l'abri, on ne sait trop où, sans doute dans des hôtels, et on espère avec un accompagnement spécialisé. Je continue à dire, et de façon tout à fait apaisée, que nous sommes en Île-de-France dans une situation assez particulière, avec une salle de consommation à moindre risque unique pour 12 millions d'habitants.
En l'occurrence, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas, vous avez une salle de consommation à moindre risque pour à peu près 1 million de personnes. Et a priori, ça se passe tout de même beaucoup mieux. Simplement, la façon dont, depuis 20 ans, la question du traitement des consommateurs de drogue, héroïne, crack a été traitée, fait qu'aujourd'hui on est dans l'impasse la plus totale et que dès lors que vous allez expliquer que vous allez installer une salle de consommation à moindre risque dans un endroit, vous aurez immédiatement une montée d'adrénaline des ressortissants, des riverains. Et donc c'est pour ça que nous sommes dans une impasse, parce qu'en fait, on est très en retard sur le traitement de cette question. Alors, je voudrais qu'on écoute Layachi, qui habite pas loin de la porte de la Villette, auditeur qui nous écoute sur France Maghreb 2. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous voulez nous parler donc de cette problématique que l'on évoque souvent avec notre ami Tarak Sassi, qui fait partie du collectif Paris Anti-Crack. Donc, les crackers sont arrivés porte de la Villette. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, en fait, grosso modo, je pense que, en fait, ils les ont mis dans un endroit où il n'y a pas d'habitants. Je dis bien de Paris 19e, parce que vraiment, c'est une zone, on va dire, où il n'y a pas d'habitation proche. Par contre, nous, derrière, au niveau d'Aubervilliers et de Pantin, on est vraiment devant eux. Et il y en a de plus en plus. Moi qui ai l'habitude de prendre le métro à Porte de la Villette, c'est vrai que j'ai tendance à plus le prendre là-bas, parce que vous avez de plus en plus de gens qui sont malheureusement, on va dire, enfin, compris, sont malades, quoi. Ouais. Merci Layachi pour votre témoignage. Tarak, un dernier mot, mon Tarak. Ouais, j'aimerais quand même répondre là-dessus, et j'aimerais aussi surtout répondre à une remarque de Pierre. Tu dis qu'il faut qu'il y a une salle de shoot pour 12 millions d'habitants. Est-ce qu'il faudrait que les 12 millions d'habitants aillent dans la salle de shoot ? Je comprends pas trop, en fait, ça. Je ne sais pas, voilà. Tu te caricatures. Pardon, mais je pense qu'en posant cette question, tu te caricatures toi-même. Voilà, je n'ai même pas à y répondre. Voilà. Mais je t'en prie, continue ta démonstration. Non, mais on ne parle pas de centre de soins, on ne parle pas de sevrage, on ne parle pas de village thérapeutique. Salle de shoot, mais elle. C'est pas une salle de shoot, c'est une salle de consommation à moindre risque. C'est pareil, Pierre. Arrête. Non, c'est pas pareil. C'est pareil. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. D'abord parce qu'il y a un accompagnement, il y a des médecins. Et il y a un certain nombre de gens qui, ainsi, ont pu aussi sortir de la drogue. Et puis, je n'invente rien pour tous les auditeurs qui sont à l'antenne. Il suffit d'aller se documenter sur les salles de consommation à moindre risque. Ouais, et ce qui se passe dans d'autres... Ça veut dire quoi ? On consomme. Donc, on sort pas de la drogue. Ça veut dire qu'y compris, on peut avoir des produits de substitution. Ça veut dire, y compris qu'on le fait... que je ne saurais voir, c'est tout. Non, ça veut dire qu'on soigne et que les expériences qui ont été menées dans des pays voisins, étrangers, il faut aussi en tenir compte. Mais j'invite chacun à aller se documenter sur ce point parce que nous sommes là aussi dans la passion et donc c'est inutile. Alors Tarek, dernier mot, vas-y. Non, mais premièrement, ce qu'il dit pas, c'est que c'est hors des habitations. Deuxièmement, au Canada, c'est un véritable échec. Troisièmement, j'ai eu la directrice, enfin une des directrices là ou des responsables de Gaïa, qui m'a dit que les salles de consommation à moindre risque ne sont pas faits pour sevrer, ils sont faits pour accompagner à la consommation. Et eux-mêmes, ils se font agresser. Ils n'ont aucun résultat. C'est eux qui fixent les zones de non. Pour une raison. Et c'est des salles. Attends, non, mais je peux finir. Oui, vas-y. Oui, pardon. Mais c'est des salles de risque pour nous, parce qu'il y a une insécurité grandissante vers Gare du Nord, et Gare du Nord, c'est à 1 km de chez moi. Quand on regarde le Sleep-In, qui est à rue Pajol, juste derrière mon immeuble, qui est une salle où on distribue des pipes à crack, mais où on consomme aussi dedans, il faut voir aujourd'hui la merde que ça nous fout. Et en réalité, cette politique du tout drogué, qui est une politique en réalité internationale, c'est juste en fait, pour essayer de démocratiser la drogue et foutre encore plus la merde et ouvrir de nouveaux marchés pour des personnes qui sont intéressées. Et moi, qui est à la tête de ce complot alors ?
c'est un chantier funeste. C'est un chantier funeste dont aujourd'hui Europe Écologie Les Verts et France Insoumise soutient, qui sont les artisans. Bon. Même le Parti Socialiste, à travers Julien Drey, j'ai failli dire Dr Drey. Je sais pas, là, il faut que Écologie Les Verts répondent. Et la France Insoumise aussi. Ça, moi, je sais pas, je suis pas leur représentant. Hein. Mais viens habiter dans nos quartiers. Viens. Bon, écoute, je connais parfaitement ce quartier. J'y ai travaillé pendant 18 ans. Je le connais par cœur. Donc, je n'ignore rien des difficultés. Et j'ai dit, y compris tout à l'heure, si tu m'as bien écouté, que effectivement, je comprenais les riverains qui avaient à subir cette difficulté. Simplement, on ne se sort pas de cette difficulté par des anathèmes et en expliquant que finalement, il suffit de transporter les gens à la campagne, les enfermer, les sevrer, et le problème va être réglé. Ça, c'est une vision extrêmement courte. Pardon. Tu as raison, Pierre. On va les aider à consommer, on va leur donner des M&M's. Moi, la dernière chose que j'ai à finir... Non, mais oui, mais c'est la vérité. Vas-y, Tarek, vas-y. Termine. La Villette, il faut arrêter de croire que ça ne touche que Aubervilliers-Pantin. Ça remonte jusque dans le 93. Et les habitants de la Villette, de la Cité des Sciences, les commerçants, j'ai des vidéos où j'interviens dans des commerces où je suis obligé de virer moi-même les toxicomanes qui agressent des commerçants. Au ce moment, le quartier de la Villette, dans le 19e, il subit. Et toutes les stations de tramway qui descendent de la Villette jusqu'à Porte de Clichy, voire plus, sont envahies. Voilà pourquoi il faut une répartition de l'offre de soins et l'offre de salles de consommation à moindre risque répartie dans toute l'Île-de-France. Parce que je fais remarquer qu'en l'occurrence, la salle de soins de consommation à moindre risque qui est à la gare du Nord, en réalité, elle draine un certain nombre de gens qui viennent de tous les départements d'Île-de-France et pas forcément du 10e, du 18e ou du 19e. Alors, Pierre, Tarek, Habib, on a parlé de Lyon. Enfin, Tarek a parlé de Lyon, une ville que tu connais un petit peu. Est-ce que le crack, par exemple, à Lyon, on en parle? Est-ce que c'est présent? Et quelle est la gestion de la municipalité pour le coup? Non, alors le crack à Lyon, c'est pas sur des niveaux parisiens. Hein. C'est une drogue qui est présente à Lyon. Et de plus en plus d'ailleurs, pour te donner un exemple, il y a une vingtaine d'années, le crack à Lyon, ça n'existait quasiment pas. C'était du classique, héros, coke, ecstasy, etc. et shit, bien entendu. Et le crack, c'est beaucoup plus récent comme phénomène. C'est en train de prendre certaines proportions qu'on ne voyait pas avant. Mais pour aller au-delà, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la novlangue. Je trouve que ce langage est vraiment magnifique. Et lorsque l'on parle de salles de consommation à moindre risque, je trouve ce mot, cette tournure de phrase, cet élément de langage juste sublime. Parce que salle de consommation à moindre risque, pour qui? C'est ça qu'il faudrait définir. Pour d'abord le consommateur. Voilà, on est d'accord. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Pour le consommateur, c'est certainement un moindre risque. Voilà, maintenant, et on ne transmet pas, et pas simplement pour le consommateur, parce qu'en l'occurrence, le fait de le faire dans des conditions sanitaires surveillées, ça évite et éventuellement de transmettre d'autres maladies, comme par exemple... Le consommateur, le sida, le VIH, voilà. Oui, donc c'est une politique de santé publique. Oui, très bien, la santé publique, c'est très bien quand c'est chez les autres. Ça, c'est toujours classique. Ça, c'est la chose la plus classique qu'on revient. On parlait tout à l'heure de Genève et des expérimentations qu'il y a eu en Suisse. Ouais. Eh bien, pour aller souvent à Genève, justement, parce que c'est vrai que c'est pas bien loin de chez moi, le quartier de la gare de Cornavin à Genève, où il y a une salle de shoot à côté, eh ben, je peux vous dire que les riverains n'en sont pas, mais alors pas du tout contents, parce que ça ramène tout un tas de populations. Évidemment, mais comme toutes les gares, d'ailleurs, hein. Comme toutes les gares. D'accord, toutes les gares, très bien, comme toutes les gares. Et le fait qu'il y ait une salle de shoot ne rajoute pas non plus encore de l'huile sur le feu. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui. Quoi ? Donc les personnes droguées qui viennent en plus rajouter à des problématiques qu'il y avait déjà dans les gares, le fait qu'il y ait des salles officielles qui ramènent en plus une nouvelle population droguée qui vient d'ailleurs, ne rajoute pas encore un problème sur le problème. Le problème, c'est que vous avez dans une ville des déplacements et que vous devez en tenir compte. Vous pouvez dire mécaniquement et intellectuellement, en fait, je vais déplacer les drogués, les 138 personnes par exemple qui se trouvent à Paris, et puis le problème va être réglé. Ben non, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'en réalité, une ville, ça obéit à des flux.
Pardon ? Non, les flux, c'est une chose qui doivent être traitées, il n'y a pas de problème pour le moment. Moi, mon combat serait plutôt pour combattre activement et fermement le trafic de crack dans la ville et ne pas baisser les bras en offrant des salles de Mais shoot. il faut le faire aussi, oui, bien sûr. Mais il faut lutter contre le crack. Les gens à droguer. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez travaillé pendant 18 ans. Et je veux bien que vous ayez une très bonne connaissance du quartier. Oui, oui. Sauf que... Pajol, notamment, la Porte de la Chapelle, tout ça, oui. Très bien. À 18h, vous rentrez chez vous. Oui. Le soir, moi, j'ai habité dans les quartiers où il y a des drogués, monsieur. Oui, j'ai habité dans les quartiers où il y a des drogués. Oui. Alors, le soir, les travailleurs n'y sont plus. Oui. Il reste simplement les riverains Oui. qui ne peuvent pas ouvrir la fenêtre, qui ont peur pour leurs enfants dans les parcs. Mais tout ça est vrai. Mais tout ça est vrai. Et ça, lorsque l'on parle de salles de consommation à moindre risque, ça me fait... Non, ça ne me fait pas rire, ça me donne plutôt envie de pleurer. Vous savez à quelle heure ferme la salle de consommation à moindre risque ? Vous savez à quelle heure ils attendent Non, mais le matin je vous pose une et question. ils passent la nuit. Pardon ? Vous savez où est-ce qu'ils passent la nuit en attendant l'ouverture ? Bien sûr. Vous le savez ? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors pourquoi est-ce que vous me parlez d'horaire ? Vous savez très bien qu'ils passent la nuit à proximité pour être tout de suite le matin à avoir leur dose de... Mais bien sûr. Alors messieurs, merci en tout cas pour Tareck Sassi pour nous avoir donné des nouvelles. Mon Tareck, tu reviendras prochainement et tu sais que l'antenne t'est ouverte pour que tu nous donnes des nouvelles de cette problématique qui concerne beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent bien sûr et qui sont confrontés de très près avec cette réalité. Hein. Merci beaucoup mon Tareck et à très vite. L'occasion d'avoir Pierre en débat au moins facilement pendant 2 heures. Je vais m'entraîner. Voilà, 2 heures carrément. Chacun va s'entraîner. Ouais, vous allez faire ça allez faire ça chez Hanouna, parce que 2 heures c'est beaucoup pour moi. Hein. Bon, allez, salut mon Tareck. Dans un instant, messieurs, je voudrais qu'on parle, et pour terminer, d'Emmanuel Macron, qui, vous le savez, s'en est pris à l'Algérie, ou plutôt aux militaires politico-militaires, au régime qui entretiendrait cette rente mémorielle. C'est ce qu'il aurait déclaré le président Macron. Et il a un petit peu rétro-pédalé hier soir. Écoutez ce qu'il disait, Emmanuel Macron, avant qu'on en parle. Écoutez. Mon souhait, c'est qu'il y ait un apaisement, parce que je pense que c'est mieux de se parler, d'avancer. Il y a sans doute des désaccords. La vie, c'est fait pour parler des désaccords et aussi les partager. Et je pense que simplement, nous avons trop de nos compatriotes dont l'histoire est mêlée à l'Algérie pour faire comme si de rien n'était. Et il y a trop de Françaises et de Français qui sont les enfants ou les petits-enfants de harkis, de pieds noirs, d'appelés, de militaires, qui sont des enfants ou petits-enfants d'Algériennes et d'Algériens, qui sont parfois encore franco-algériens, pour ne pas embrasser cette histoire et essayer de, en quelque sorte, reconnaître toutes ces mémoires. C'est vraiment la politique du en même temps, hein, chez Emmanuel Macron pour le coup. Je mets un petit coup de griffe, puis je reviens en arrière. On rappelle que Alger a décidé, après ses propos, donc de rappeler son ambassadeur pour consultation et surtout d'interdire l'accès aux avions militaires français, le survol du territoire algérien. Est-ce que cette déclaration d'Emmanuel Macron vise à apaiser les relations extrêmement refroidies après ces déclarations du président Macron? On en parle dans un instant avec Habib qui est avec nous, avec Pierre-Henri et avec Tareck Pami et avec vous aussi, auditrices, auditeurs sur France Maghreb 2 pour la dernière partie du LGF qui arrive juste après ça. Le LGF, le grand forum avec Pierre-Henri, président de France Fraternité, avec Habib Sab qui est en charge de la sécurité et avec Tareck Pami, journaliste qu'on ne présente plus ici présent, pour parler donc d'Emmanuel Macron et de ses relations franco-algériennes qui ont pris un sérieux coup de glace la semaine dernière lorsque effectivement le président Macron aurait qualifié le pouvoir politico-militaire qui entretiendrait une rente mémorielle qui a déplu à Alger, ce qui a provoqué d'abord le rappel de l'ambassadeur pour consultation d'Alger, à Alger plutôt, et l'interdiction, on l'a appris dimanche dernier, du survol du territoire algérien par les militaires, par les avions militaires français. Et puis donc vous l'avez entendu juste avant la pause, Emmanuel Macron qui tente un petit peu d'apaiser un petit peu les choses et les tensions.
On n'oublie pas quand même qu'il est en campagne. De se fâcher avec Alger à un moment pareil, c'est peut-être pas la bonne idée du moment ou du siècle. Il propose la carte de l'apaisement. Je voulais juste vous faire écouter un extrait du rendez-vous politique France 24 RFI. Le recteur de la mosquée de Paris, qui est pourtant assez lisse dans son discours d'habitude, a eu des propos assez forts envers le président Macron et sa déclaration. Cheb Seline Hafiz chez RFI France 24. Écoutez. Le président Macron ne nous a pas habitués à ce genre de propos. Nous savons qu'il y a une crise mémorielle entre la France et l'Algérie depuis toujours et que Emmanuel Macron, déjà candidat, s'était déplacé en Algérie, avait vraiment tendu la main effectivement de parler de crimes contre l'humanité, travailler sur cette mémoire. Il a confié à Benjamin Stora, historien reconnu, sur cette question mémorielle. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, franchement, c'est cette négation de la nation algérienne. Je considère quand même que c'est faire partie... c'est du négationnisme. C'est une forme de négationnisme. C'est donc une faute politique. C'est une faute politique. Et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait demain, parce que nous avons une crise aujourd'hui sur les sous-marins avec les États-Unis d'Amérique, et dire que la nation américaine n'existait pas? Alors que je rappelle quand même que la nation algérienne est plus ancienne que la nation américaine. Bien évidemment, moins ancienne que la France, mais a signé des traités. Il y a la Numidie. Enfin, ce sont des aspects historiques dont je suis persuadé que M. Macron connaît parfaitement. Et donc, dans quelle s'il connaît posture ça, pourquoi il fait ça? Écoutez, il faudrait lui poser la question. Mais moi, je suis désolé, mais je pense qu'il y a peut-être un clin d'œil vers ce qui va nous arriver incessamment, c'est-à-dire une campagne électorale. Et on voit aujourd'hui que beaucoup d'hommes politiques sont en train de courir derrière un polémiste qui va peut-être être candidat lui aussi. Et donc on est, malgré tout, à mon avis, dans ce type de posture. Voilà, c'est le recteur de la mosquée de Paris, Cheb Seline Hafiz. Tarek Mami, qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Je vais être méchant. Non, pas trop quand même. Non, je vais être méchant. Quand on est président d'une institution française, on doit toujours, avant de s'exprimer, se poser la question si on s'exprime en tant que Français, en tant que quelqu'un appartenant à une deuxième nationalité, parce que le rôle des présidents de toutes les institutions, même en cas de crise, c'est d'essayer de faire de la conciliation, de la réconciliation, et pas de tirer sur les uns et les autres. Je n'ai pas écouté la totalité de cette interview, je vais l'écouter avec attention. Quelqu'un vient de m'écrire qu'éventuellement M. Zemmour, s'il venait être candidat, serait reçu à la mosquée. Il y a des fois où je ne comprends pas, mais les hommes sont libres de leur expression. Alors, sur Macron et sur ses propos, ce qui a fâché fortement Alger, est-ce qu'on peut parler d'une erreur du président Macron, Tarek Mami? Que le citoyen français considère que c'est une erreur est une chose. Que le citoyen algérien considère que c'est une erreur, c'est autre chose. Mais qu'un responsable, j'allais dire presque politique pour faire simple, qui est là pour concilier entre les deux, et une position aussi nette, ça me surprend. Si j'étais moi président d'une grande institution et que quelqu'un me pose la question... Ça, vous avez répondu pour le mosquée de recteur, mais pour ce qui est du président en tant que tel, ses propos, est-ce qu'ils étaient appropriés? Est-ce que... Si les franco-français, ils sont appropriés. S'il est dans la diplomatie, ils ne sont pas appropriés. Mais un président français, il ne va pas dire mon pays a tort quand il critique l'autre pays. Soyons quand même honnêtes. Donc c'est ça qui m'énerve. Venant de quelqu'un qui a été à Alger, reconnaître... Non mais il a été, mais il défend les intérêts de son pays. Il rentre dans... Quel est l'intérêt aujourd'hui de faire ce genre de déclaration? Je mets encore, si Pierre-Henri me laisse encore quelques secondes, les pieds dans le plat. Moi, je suis président de la France. Voilà, moi, je suis président français. Je rentre dans une campagne électorale. Je regarde le corps électoral. Je vois qui vote pour qui. Et j'ai besoin de beaucoup de personnes, notamment les harkis, plus de 200 000 personnes que je viens de recevoir, à qui je viens de donner un peu d'argent. Si je leur dis le contraire de ce qu'ils pensent, ils vont pas voter pour moi. Alors arrêtons de tourner autour du pot. Je fais de la politique politicienne. Pierre. Donc je dis ce qui va servir mes intérêts en tant que président. Et une fois que je suis réélu, j'irai à Alger et je ferai une autre déclaration. Ouais. C'est la règle du jeu. Ça dépend s'il sera reçu, pour le coup. Mais bon. Les relations franco-algériennes ne sont pas un long fleuve tranquille. Oui. On le sait depuis longtemps. Je pense que dans les propos du président de la République, il y a deux éléments. Il y en a un qui me paraît très malvenu. C'est celui
qui consiste à s'interroger sur le fait de savoir si la nation algérienne existait avant 1830, c'est-à-dire avant la présence coloniale de la France en Algérie. Ça, je pense que c'est extrêmement malvenu et qu'il aurait pu l'éviter. Pour le reste, je rappelle que Emmanuel Macron a fait un certain nombre de gestes à l'égard de l'Algérie et que le travail mémoriel ne peut pas se faire que d'un seul côté, qu'il est en droit d'attendre évidemment des retours aussi de la part de l'Algérie. Moi, je suis de ceux qui prônent vraiment la raison sur ce dossier, parce que ça a été souligné, il y a trop de Français, il n'y a pas trop de Français, il y a des Français qui ont une histoire. Français. Il y a beaucoup de Français qui ont une histoire avec l'Algérie. Est-ce que j'attends? Je rappelle que la France était colonisateur, hein, parce qu'on a tendance à pas l'oublier. Hein. J'attends. Non, je n'oublie rien. Non, mais et je pense que je pense, comme Emmanuel Macron l'a dit, que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Mais il a fait marche arrière en venant après. Non, il n'a pas fait marche arrière. Si, pardon. Il n'a pas fait marche arrière. Et maintenant, ce que j'attends, c'est un grand discours et un acte fort pour le 17 octobre, pour la commémoration du 17 octobre 1961. 60e anniversaire. Voilà, pour le 60e anniversaire, j'attends un discours et un acte fort à cette occasion, parce que, voilà... un discours à la hauteur du Veldiv pour Chirac serait le bienvenu. Je pense que il faut lever la tête et regarder les dates qui arrivent, parce qu'il y a le 17 octobre, il y a les accords. Et la réaction d'Alger, alors, voilà. Vous la qualifiez comment? Mais la réaction d'Alger, elle est assez convenue. Oui, bien sûr que c'est un régime politico-militaire. Ça dérange, mais ça dérange qui? Les Algériens sont les premiers à le dire. Hein, c'est une clarté. Alors, évidemment que ça peut déranger. C'est parce pas que ça du le coup, problème, c'est le fait d'entretenir cette mémoire. Parce que Tebboune, du coup, peut se dire, on peut se dire, tiens, il n'a pas tous les pouvoirs. Ben oui, c'est vrai, il n'a pas tous les pouvoirs. Il y a un appareil militaire qui est derrière et qui limite quand même largement la liberté de manœuvre des civils. Voilà, tout le monde le sait. Et que la rente mémorielle, les Algériens en jouent aussi beaucoup. Oui, c'est une vérité. Maintenant, il faut dépasser cela. Attends, il y a d'autres communautés qui en jouent et ça dérange personne. Il faut arrêter aussi. Franchement, ça c'est malvenu, ça, un procès d'attention. Non, ce n'est pas un procès d'attention. Ça. Je répète, j'attends le 17 octobre et le 60e anniversaire, parce que tu ne m'emmèneras pas sur un terrain. Je t'emmène nulle part, je constate. Sur ce terrain. Mais non, que tu aies une passion algérienne. J'ai pas de passion algérienne. En tout cas, pas ici. Il y en a d'autres qui ont des passions algériennes. Moi-même, j'ai des passions. C'est pas une question de passion, c'est une question de bon sens. C'est pas la même chose. Non. Le bon sens, et les mots ont leur importance, mon Pierre. Dans la raison. Bon, est-ce qu'on peut écouter Habib sur cette question, sur les propos d'Emmanuel Macron, sur la réaction d'Alger et sur ce qu'on peut appeler peut-être une carte d'apaisement que le président Macron tente de faire, Habib? Du en même temps. Ouais, du en même temps. Oui, du en même temps, mais surtout pas du quoi qu'il en coûte. Encore que pour certaines affaires, hélas, ça nous coûte cher. Tout d'abord, sur le recteur de la mosquée de Paris, qui ferait mieux de se concentrer un peu sur les questions relatives à l'islam français qu'aux questions de géopolitique internationale. Ce monsieur qu'on n'entend pas souvent pour des questions qui nous concernent ici en France se permet de monter sur ses grands chevaux. Bref, on a bien compris pour qui il roulait. Le deuxième point que je voulais signaler, c'est ce qu'a dit Macron sur la nation algérienne, enfin sur la non-nation algérienne, en dit long en fait sur sa volonté d'apaisement sur fond de pseudo-vérité historique. Ça en dit long sur le substrat idéologique qu'il peut y avoir derrière sa volonté d'apaisement. C'est simplement une volonté d'acquiescement, finalement, de faire un pas chacun. Voilà, la volonté d'apaisement macronienne, c'est je fais un pas à droite, toi tu fais un pas à gauche et on se retrouve au milieu. Hélas, l'histoire, ce n'est pas au milieu. L'histoire, c'est l'histoire. L'histoire, justement, on doit la laisser aux historiens, que les politiques fassent de la politique. C'est ce que vient de tweeter Benjamin Stora. Que les politiques français s'occupent de ne pas perdre 56 milliards d'euros, et les historiens, eux, travailleront sur les questions d'histoire qu'il peut y avoir sur le pourtour méditerranéen. Il est beau le petit tac, là. Que chacun reste dans son domaine de compétence et n'allume pas des contre-feux.
hein, les uns pour cacher ces petites... c'est autre chose, que chacun écrive son roman national dans son coin. L'histoire, il y a l'histoire qu'on apprend à l'école, l'histoire qu'on apprend au peuple, à la population. Eh bien, cette histoire, elle est écrite par l'État, voilà, c'est le roman national, ça sert à souder une nation. Et les intérêts historiques des uns ne sont pas les intérêts historiques des autres. Le développement des nations, de certaines nations, ne vont pas dans le même sens que le développement d'autres nations. Et on ne parle pas d'histoire, là, on parle de roman national et on veut nous faire un roman national commun. C'est impossible. C'est impossible. Certes, il y a une histoire commune, il y a eu des déchirements, il y a eu des guerres, plusieurs, pendant un siècle, quasiment 130 ans de guerre, hein, parce qu'on parle de la guerre de 54 à 62, mais on oublie toutes les guerres qu'il y a eu précédemment. Exact. Donc que chacun fasse son roman national dans son coin, ça posera pas de problème. En France, on aura une certaine vision de la situation. En Algérie, il y aura une autre. L'important, c'est de construire surtout sur l'avenir. Le passé est le passé. Et enfin, il y a une dernière chose, c'est que c'est assez facile, à quelques mois de l'élection présidentielle, quand on commence à se retrouver un peu branque-ballé dans les sondages, quand certains outsiders commencent à pointer le bout de leur nez, d'aller sur toujours les mêmes questions, l'Algérie, ou l'islam, c'est un peu fatigant à la longue, qu'on nous parle un peu de chômage, de finances publiques, qu'on nous parle des retraites, hein, les choses qui font un peu plus mal, hein, qui font perdre un peu plus de points dans les sondages, plutôt que de sujets historiques qu'on balance comme ça, avec l'air de ne pas y toucher, alors qu'on sait très bien que ça va faire du barouf. Oui. Morad Damien, peut-être là-dessus. Bonsoir Morad. Voilà, bonjour, merci de m'avoir donné la parole. Donc moi je remercie Macron pour le geste qu'il a fait par rapport au communiste Maurice Audin. Je remercie Macron aussi pour avoir reconnu qu'Ali Boumediene a été tué par l'armée française. Je pense que c'est courageux, c'est très très courageux. Maintenant, ma lecture, le fait qu'il ait dit que l'Algérie c'est un pouvoir militaire, oui, ça, moi je milite pour le départ ou la chute de ce régime qui a fait beaucoup de dégâts. Il faut pas oublier que l'armée des frontières est arrivée au pouvoir avec un coup d'État avec le colonel Boumediene. En 78, après la mort de Boumediene, Chedli c'est un colonel, 01 c'est un général. Donc aujourd'hui, moi je milite pour un État civil et non militaire, un État laïque, démocratique. Non, j'ai juste une question à poser à nos chers auditeurs. Non, on n'aura pas le temps, Habib. On n'aura pas le temps, les amis, parce que 18h, c'est l'heure. Peut-être juste, il ne revient pas à la France d'écrire l'histoire de l'Algérie, ni à l'Algérie celle de la France, mais aux historiens de chaque pays d'écrire, et éventuellement, dans un second temps, que les historiens de deux pays écrivent quelque chose en commun, mais sans occulter les vraies réalités, parce que quand on a enfumé des Algériens dans une grotte, ça, que l'Algérie existe avant ou pas, c'est l'évidence historique. C'est sur celle-là qui importe. Pierre-Henri, merci beaucoup. Merci mon Habib. Habib, à très bientôt. Et merci beaucoup mon Tarek de passage ici sur France Maghreb 2 chez lui. Et on verra vendredi avec un banquier. Avec un banquier, Karim Alouache qui sera là. C'était pas prévu. Oui, c'est pas prévu, mais c'est comme ça. Merci à tous. Rendez-vous demain avec Audrey Pronosti, avec Rudy Kazi et avec Nasser Lajili demain sur France Maghreb 2. Bonne soirée dans un instant. Medjahed pour la suite. Bonne soirée, bon retour à la maison. Et courage dans les bouchons avec ces grèves, encore et toujours. Bonne soirée.